Corinne Delatour, journaliste. Je vais avoir le plaisir d'animer cet échange sur cet atelier qui va parler d'un tourisme durable et comment est-ce qu'on peut passer à l'action. Vous allez voir que les intervenants qui sont nos invités aujourd'hui passent, eux, à l'action. On est ensemble pour 45 minutes au total. Il nous manque Jean Pinard, qui est représentant de la région Occitanie, qui est perdu dans les méandres du 19e arrondissement. Il va nous rejoindre en cours de route. Donc, tout va bien se passer. On parle de tourisme durable, je viens de le dire. 30 minutes d'échange avec nos invités et 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous aurez l'occasion de vous exprimer ou de partager vos propres expériences. Donc, alors attendez, parce qu'il faut aussi que je vous présente mes invités. Nous sommes aux commandes. Voilà. Donc j'ai, comme on dit dans le théâtre, à court, Pierre-François Verbeek, directeur général de The Trip en français. J'ai également Jean-Virgile Crans, qui est maire adjoint de la ville de Saint-Malo, mais ce n'est pas tout, également président du comité de tourisme, c'est ça? La Confédération des acteurs du tourisme, la CAT, qui est une interprofessionnelle du monde économique touristique qui regroupe la plupart des activités en fait touristiques. C'est plus de 70 000 entreprises et plus d'1 million de salariés avec une vingtaine de fédérations professionnelles. Félicitations. Et nous aurons tout à l'heure Jean Pinard qui va nous rejoindre, directeur du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Ici, on parle d'un tourisme vert, d'un tourisme durable. Et comme je vous l'ai dit, on est passé à l'action. J'ai une première question. Je vais commencer avec vous, Jean-Virgile, si vous permettez que je vous appelle par votre prénom. Avec plaisir. Vous êtes aussi donc président, vous venez de le dire, de la Confédération des acteurs du tourisme. Est-ce que c'est simple d'embarquer tous les acteurs du tourisme dans un tourisme durable aujourd'hui ? J'ai envie de dire que c'est de toute manière une nécessité. Et je pense que les différents acteurs concernés ont conscience aujourd'hui de la nécessité d'accélérer en fait cette transition, d'accélérer cette adaptation. D'où ce travail d'ailleurs et l'importance pour nous, au niveau des acteurs économiques, d'avoir la Banque des territoires à nos côtés, qui nous aide en effet à avoir une approche structurée et une approche durable. Et je dirais aussi surtout une approche qui soit finançable, puisque bien souvent l'enjeu aussi est là, même si les volontés et la mobilisation est sans nul doute une évidence. La capacité des entreprises à se transformer économiquement et financièrement est parfois plus difficile. Et avec donc ce besoin de compétitivité qui vous permet d'être entretenu avec vos relations avec la Banque des territoires. Pierre-François Verbeek, on n'est pas vraiment aujourd'hui exactement dans le périmètre du tourisme, mais on est à la frontière. Vous êtes donc directeur général, co-directeur général ou directeur général ? Directeur général. Directeur général de The Trip, ça sonne comme le voyage, oui. Sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Oui. Vous décarbonez pas tout de suite maintenant le tourisme, mais vous aidez les entreprises à décarboner les voyages de leurs collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements professionnels. C'est ça ? Oui, expliquez-nous ce que vous faites. Alors, The Trip, c'est une entreprise qui a été créée il y a 8 ans. Et on est le seul éditeur responsable, français, indépendant, de logiciels de mobilité B2B2C, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité liée au monde de l'entreprise, au monde professionnel. Et tout ce qui n'est pas, entre guillemets, loisir, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, on est entreprise à mission maintenant depuis quelques mois. Et notre mission, c'est vraiment d'aider à mieux faire déplacer en fait, les entreprises tout en conservant les liens sociaux donc ce qui paraît aussi très très important, quoi. Et donc du coup, nous, on a créé toute une série de logiciels qui permet aux personnes qui doivent se déplacer plutôt dans le cadre professionnel de pouvoir décarboner le maximum de leur déplacement, que ça soit en phase amont avec tout ce qui est sensibilisation, éducation qu'on fait, tout ce qui est phase
j'ai un rendez-vous et est-ce que le rendez-vous implique nécessairement un déplacement ou pas, donc tout ce qui est essentialité du voyage. Donc on a aussi des logiciels comme ça qui permettent d'aider à la décision pour savoir si un déplacement est essentiel ou pas. Et ensuite, tout ce qui est réservation, savoir justement quels sont les déplacements les plus éco-responsables et hébergement, et tout ce qui est approbation, puisque c'est tout ce qui est entreprise avec le critère de durabilité pour tout ce qui est politique de voyage des entreprises. Et l'après-voyage, c'est-à-dire tout ce qui est suivi et reporting du bilan carbone de tous les déplacements. Donc c'est là-dessus que c'est sur tous ces 5 critères qu'on s'inscrit avec des produits qui sont développés. On sensibilise en fait pour pouvoir délivrer finalement pour une entreprise un bilan carbone plutôt vertueux, plutôt positif. On sensibilise les collaborateurs à travers l'utilisation de ce logiciel de réservation, de programmation de voyage. Je reformalise pour être sûr d'avoir compris. Qu'il est en train de dépenser tant de kilos carbone ou pas, en fait, en fonction de l'option qu'il choisit. C'est très intéressant. Est-ce que ça peut être aussi très intéressant pour le tourisme, vous avez pensé à ça? Oui, tout à fait. On a travaillé récemment sur un éco-calculateur de tout ce qui est événements. Et donc, on a travaillé en conjointement avec l'Office du tourisme et des congrès de la ville de Paris. Et donc, qui est en fait sur le site de l'Office du tourisme et des congrès de la ville de Paris, qui s'appelle Paris Je t'aime. Et du coup, on a créé un éco-calculateur qui permet aux congressistes de faire un suivi, un reporting de tous les événements qui seraient à même à créer, et justement d'avoir tous les critères sur lesquels ils peuvent agir pour justement diminuer l'empreinte carbone des événements. Donc voilà. Ça va intéresser pas mal d'agences événementielles. Ça vous intéresserait, vous, un logiciel comme ça, j'imagine? Alors complètement, déjà merci à Trip de faire en sorte que... The Trip. The Trip, The Trip d'accompagner en fin de compte le tourisme, qu'il soit d'ailleurs tourisme de loisirs ou tourisme d'affaires. On est bien sur l'activité touristique. Et la nécessité d'accompagner pour en effet faire du tourisme autrement, pour voyager et se déplacer autrement, et non avoir une solution qui serait réductrice et auquel, bien entendu, on s'oppose fermement, qui pourrait être une approche de décroissance pour répondre aux problématiques que nous avons. Parce que, rappelons-le, l'activité touristique, qu'elle soit d'ailleurs dans le monde des affaires comme du loisir, elle a un rôle économique, elle a un rôle sur l'emploi, elle a un rôle sur les territoires. D'ailleurs, quand on regarde dans le passé, on avait des ministères du tourisme qui étaient rattachés à l'aménagement du territoire. Et on voit l'importance, là encore, la caisse de résonance de Banque des territoires qui accompagne sur tous les territoires, que ce soit les territoires les plus touristiques. J'ai la chance, en effet, d'être élu d'une des premières destinations touristiques françaises. Mais en même temps, on est entouré de plein de petites destinations qui sont bien souvent de vraies pépites et qui permettent de mieux gérer aussi les flux touristiques. Donc ce sujet de mobilité, à la fois sous l'angle développement durable, mais aussi sous l'angle de gestion des flux, est un élément extrêmement important et un enjeu pour l'avenir. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous dites, chez vous, c'est que le tourisme ne sera durable que s'il est maîtrisé, et vous avez pris le taureau par les cornes. Alors, le tourisme est durable s'il est maîtrisé. On peut se rappeler d'ailleurs qu'il y a quelques mois en arrière, Emmanuel Macron à Chantilly nous disait la France, première destination touristique mondiale, malheureusement plus en recettes mais en trafic. Et là, on a un enjeu sur la qualification de notre activité touristique. Et on ne parle pas forcément de volume, mais de qualification de l'expérience et l'accompagnement en effet des territoires concernés. Mais il nous donnait aussi cet objectif que nous partageons pleinement, qui est de dire première destination touristique mondiale durable. Pourquoi durable? Parce qu'on sait que de toute manière, dans les années à venir, c'est l'élément qui est une condition non négociable, à la fois pour le consommateur, qui de plus en plus fera son choix par rapport en effet à la qualité durable de la destination, mais aussi par le taux d'acceptabilité des habitants de ces destinations touristiques. On y vient justement au taux d'acceptabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle
d'un tourisme débridé grâce à tous ces logements meublés. Les habitants sont souvent dérangés par des bruits de valises à roulettes ou de boîtiers dont on n'arrive pas à trouver le code. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure? Il est en ce moment question de réguler ces logements meublés, ces locations meublées. Oui, tout à fait. Donc c'est un sujet qui a émergé de façon, en fin de compte, beaucoup plus rapide et peut-être même inattendue sur certaines destinations. Accentuée par une crise du logement que notre pays est en train de traverser sans précédent. Probablement sans précédent dans le sens où cette crise du logement, elle est arrivée très vite et très fort et elle concerne beaucoup de territoires et donc du coup beaucoup de publics. Alors il est vrai que sur les territoires touristiques, on cumule un certain nombre de difficultés qui sont liées en fin de compte tout simplement à l'attractivité en elle-même du territoire, avec la problématique de loger en effet les travailleurs de ce territoire et en particulier les gens qui travaillent dans l'activité du tourisme, mais pas que. Si je vous prends l'exemple en effet du territoire de Saint-Malo, on considère que l'économie touristique représente entre 25 et 30% de l'activité économique et de l'emploi. Mais j'ai quelques grandes entreprises dans des domaines totalement différents et des domaines industriels, que ce soit industriel agroalimentaire ou de l'engrais ou du textile, pour citer de grandes entreprises du territoire, qui me disent qu'ils ont parfois du mal à recruter. En même temps, quand ils ont mis 6 mois à recruter une collaboratrice ou un collaborateur, bah, ils n'arrivent pas à le garder, voire ils n'arrivent pas à concrétiser parce qu'en effet, il n'y a pas de logement. Alors, on a pris des dispositions, en effet, sur le sujet de l'allocation du meublé de courte durée. Je crois que c'était votre question. Excusez-moi du petit détour. Mais c'était important aussi de donner le contexte. Nous avons une approche qui est liée à une politique de l'urbanisme, politique de l'habitat, et non une lecture purement acteur du tourisme. Et nous sommes partis du principe que l'attractivité touristique d'un territoire, elle est due à son offre, et elle est due à son offre sur 3 composantes, qui sont la quantité, la qualité et la diversité. Donc si cette activité de location de meublé s'est développée aussi vite, c'est que tout simplement, elle répond à une demande de clients. Donc ce serait une erreur de se battre contre cette activité, mais il faut tout simplement l'encadrer, la réguler et faire en sorte, en effet, qu'elle soit acceptable sur le territoire. Alors 2 dispositions étaient en place, qui étaient donc l'obligation du numéro d'enregistrement et l'obligation de changement d'usage. Et nous avons rajouté dans une délibération municipale 2 autres critères. Un qui est lié à des quotas par quartier. Donc on a défini 3 grands quartiers au niveau de la ville, dont la partie intramuros, à l'intérieur des remparts ville historique. Et nous avons défini sur ces 3 grands quartiers des pourcentages au-delà duquel nous n'acceptons plus de changement d'usage. Et nous avons couplé à cette disposition un critère qui est lié à la limitation à un logement par propriétaire que vous pouvez mettre en location saisonnière, en plus de votre habitation principale, pour éviter ce qu'on appelle dans le jargon les super hébergeurs, qui, eux, vous rachètent un immeuble entier, qui vont y mettre donc un certain nombre de locations et qui viennent spolier de façon intensive votre marché de la location. Éventuellement la qualité de vie aussi des habitants, parce que les habitants, vous leur demandez, voilà, la communauté décide de faire des efforts en matière de consommation, d'économie d'énergie, des consommations d'eau. Quand ils voient arriver ce tourisme non maîtrisé, en tout cas pléthorique, ça peut les mettre de mauvaise humeur. Et on sait que, vous le dites vous-même, l'accueil est important aussi pour un tourisme durable, la qualité de l'accueil. La qualité de l'accueil, et on a besoin en fin de compte de nos habitants et nos habitantes, puisque la valeur en fin de compte de l'accueil et l'expérience que va avoir le visiteur, il va l'avoir avant tout par la relation humaine qui bien souvent fait la différence. Donc on ne fait pas un tourisme, on ne développe pas une activité touristique contre son territoire, mais on doit la faire avec son territoire et pour son territoire, d'où l'importance de faire prendre conscience des enjeux
à la fois en effet économiques, mais parfois sociétaux. Et de façon très simple, nos administrés, quand on leur dit qu'en effet, on va couper la lumière la nuit pour essayer de faire des économies d'énergie, qu'on va devoir faire attention à ces pratiques de consommation d'eau, je pense par exemple à la plaisance, qui est une activité importante sur notre territoire, où aujourd'hui on est engagé dans une labellisation port propre et on amène en effet nos plaisanciers à avoir des pratiques différentes, ce qui crée des efforts, voire parfois pour certains des contraintes. Alors quand vous leur dites tout ça, et puis qu'en même temps, ils voient arriver un certain nombre de touristes qui, sous prétexte d'avoir payé, a priori, ont tous les droits, il est tout à fait normal que vous avez à un moment une population qui peut avoir un rejet de cette activité. D'où l'importance de mobiliser à la fois les professionnels du tourisme sur en effet tout le travail qui doit être fait en amont sur leur pratique et la pratique de leurs clients, et de l'autre côté, d'associer en effet les habitants sur la démarche et la prise de conscience de cette nécessité d'activité touristique. Alors, vous leur donnez une boîte à outils. Elle est faite de quoi cette boîte à outils? Parce qu'ils ne peuvent pas partir dans tous les sens. Alors, la boîte à outils, on l'a réclamée, et c'est le cadre d'ailleurs du projet de loi de la PPL Lemeur, député du Finistère, avec son collègue d'ailleurs du Pays Basque, qui ont travaillé un projet de loi qui d'ailleurs est très bien avancé, parce qu'il est passé à l'Assemblée et il y a quelques jours au Sénat, sur lequel en fait on va donner des éléments pour encadrer l'activité touristique. On en parlait d'ailleurs avec Camille Reeves dernièrement de la Banque des Territoires. Au niveau de la Confédération des acteurs du tourisme, on a la chance d'avoir la pluralité des territoires et la pluralité des acteurs. Et on s'est rendu compte et on a alerté en effet les politiques sur le risque de prendre une position légale qui soit nationale, comme c'est très souvent le cas, quel que soit le sujet. Et on leur dit surtout pas, parce que sur la même difficulté, quand on compare les montagnards et les littoraux, on a le même problème. On doit arriver au même résultat, mais le chemin ne doit pas être le même, les outils ne doivent pas être les mêmes. Donc en fait, on a demandé une boîte à outils. Oui. On a en effet demandé une boîte à outils pour que le législateur donne des éléments en disant aux élus locaux, c'est vous qui allez prendre les positions, mais les décisions que vous allez les prendre en connaissance de cause, avec la possibilité de faire telle ou telle disposition pour pouvoir mieux gérer, pour pouvoir mieux encadrer en effet votre patrimoine immobilier local. Je vais revenir vers vous dans un instant. Je voudrais qu'on dise bonjour à Jean Pinard. Bonjour Jean, vous avez eu du mal à nous rejoindre. Bon, je suis désolé, bonjour. J'ai confondu Crimée et Riquet. Pourtant, en venant d'Occitanie, Riquet aurait dû me parler un peu plus que Crimée, mais bon, voilà, c'est comme ça. Jean, vous étiez jusqu'à je reviendrai vers vous, j'en viens juste après. Vous étiez jusqu'à très récemment directeur du comité régional de tourisme et des loisirs d'Occitanie. Et alors avec cette façade maritime, l'Occitanie est la région la plus ensoleillée de France. Vous avez traversé des épisodes de sécheresse historiques, plus qu'historiques. Comment est-ce que vous développez les activités innovantes pour maintenir le tourisme, le développer et surtout l'encourager chez des personnes qui n'auraient pas les moyens de faire de tourisme aujourd'hui? Je confirme qu'il pleut moins en Occitanie qu'à Paris. Oui, mais là, il n'y a pas de mal. D'abord, mettez bien le micro sur le menton. Il y a une prise de conscience qui est quand même assez récente sur le sujet. Et il a fallu une crise sanitaire pour que tout d'un coup on se pose des questions. C'est parce qu'on a vu du temps qu'on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est avec ce temps-là et ces réflexions qu'on a pu avoir collectivement que voilà, on s'est approprié le sujet. Mais moi, je vais pas reprendre ce qui vient d'être dit parce que l'exemple de Saint-Malo vaut aussi pour un certain nombre de territoires sur le sud. Il y a des conflits d'usage. Il peut y avoir des conflits d'usage entre personnes. Il peut y avoir des conflits d'usage sur l'usage de l'eau. Si vous prenez les Pyrénées-Orientales, il y a des villages qui ont été ravitaillés par des citernes. Donc, si on ravitaille les habitants par des citernes et que c'est déjà compliqué, si on y rajoute des touristes, ça va être encore plus compliqué. Donc, il y a une réflexion sur quel usage de l'eau pour l'activité touristique. Je rappelle que l'an dernier, le préfet a donné son accord pour remplir les piscines des campings au mois de juin et qu'il n'y avait aucune garantie et aucune certitude. Donc voilà, les professionnels ont fait des efforts. Si je prends l'exemple des piscines et des campings, avant l'eau des piscines était jetée en fin de saison. Les pompiers maintenant viennent les ramasser, remplissent les citernes de pompiers comme ça. On a enlevé les baignoires ou on a enlevé les bouchons de baignoires dans les hôtels et l'UMI a fait un travail assez remarquable par rapport à ça. Donc
y a une réflexion nouvelle, on n'arrivera pas qu'avec des mesures comme ça, mais pour ce qui est voilà, de l'engagement des professionnels, moi je préfère qu'on salue les efforts qui sont réalisés plutôt que voilà, tirer à boulet rouge sur une économie qui a le droit d'exister, puis fait des efforts, et c'est comme aussi ça qu'il faut prendre en considération. Alors, suite à un été, à un pic avec presque 50 degrés en Occitanie, 46,8. 46,8 ou 47,8, je ne sais 48, plus. ouais. Vous travaillez avec l'ADEME et vous vous dites ce qui n'était plus. Voilà, on va réfléchir à ce qui n'est plus durable dans le tourisme et tenter de financer pour accompagner de nouveaux modèles de tourisme. Racontez-nous. Alors, je pense qu'il est important, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'ADEME aujourd'hui, j'imagine, mais je pense que c'est important de rendre hommage à l'ADEME, parce que dans les acteurs qui ont sensibilisé les professionnels du tourisme, il y a l'ADEME. Et l'ADEME, quand l'ADEME s'est penché sur ce qu'on appelle les externalités du tourisme, finalement c'est le bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme, on s'est aperçu qu'on était créditeur, c'est-à-dire qu'on on consommait plus de gaz à effet de serre que notre part de marché à l'économie. On est à 6 ou 7% de PIB, on est à un peu plus de 10% de gaz à effet de serre. Donc c'est pas bon, enfin, je veux dire, il faut réduire ce gap. Et l'ADEME, en faisant ce travail précis, nous informe de quelque chose qu'à mon avis on imaginait, mais 77% des externalités, c'est le transport. Donc pour une économie qui est née du voyage, dire que c'est le transport qui ne va pas, voilà, c'est un peu compliqué. Ceci dit, voilà, on peut considérer qu'on peut voyager autrement et que dans ce qui est le plus carboné, c'est l'avion. Alors moi je vous dis ça ici à Paris, mais pour avoir travaillé à Toulouse pendant des années, dire que l'avion c'est pas bien, c'est difficile, hein, puisqu'on a construit à peu près la moitié des avions du monde. Mais voilà, il peut y avoir une autre mobilité moins carbonée, et nous on a pris le pari du train. Considérant qu'on avait un réseau plutôt dense, qu'on avait une présidente de région très, très volontariste sur le sujet, et que si on prenait le temps d'informer, en particulier les habitants, sur tout ce qu'ils pouvaient faire avec le train, voilà, on était capable de reporter des voyages en voiture vers des voyages en train. Alors, je pense que vous devriez vous parler parce que vous n'avez pas entendu l'introduction de M. Verbeek. Il développe des logiciels pour permettre à des voyageurs de mesurer le coût carbone de leur déplacement. Donc, vous parlerez après, parce qu'on va prendre du retard. Donc, vous dites, le train limite les externalités négatives du tourisme. Et maintenant, il faut faire connaître ce report modal. Qu'est-ce que vous avez négocié? Vous avez négocié avec la SNCF, les TER, les TGV? Pour moi, il y a deux approches différentes, mais très, très complémentaires. La première, c'est l'information. Moi, j'insiste là-dessus parce que j'ai travaillé longtemps pour ce qu'on appelle des organismes de gestion de destination. On s'imagine être un peu champion du monde de la communication parce qu'on aime bien faire ça. On met des affiches. Oui, puis on confond souvent le marketing et la com et la pub. Enfin, voilà, et puis la pub dans le métro parce que ça se termine souvent comme ça. Et la langue française est plutôt bien faite parce qu'entre la communication et l'information, c'est pas la même chose. Et si on prend le temps de mieux informer les habitants d'une région en leur disant que s'ils prennent telle ligne, s'ils descendent à telle gare, ils peuvent faire telle activité, oui, il y a un vrai report modal de la part de gens qui auraient pris leur voiture et qui vont prendre le train. Mais ça marche aussi pour des touristes qui viennent de loin, dès lors qu'on met en place les services à la sortie de la gare pour amener les gens jusqu'à l'hébergement. Donc dans un premier temps, c'est tout ce qui concourt à l'information. On a marketé un réseau de TER. Alors, quand on le dit comme ça, ça peut paraître un peu simpliste, mais un réseau de TER dessiné par la SNCF, c'est un peu aride et c'est pas très sexy, hein. Un réseau TER dessiné par des professionnels du tourisme, ça change. On met des codes de couleur, on met des noms de lignes et on a des noms évocateurs. Voilà, la ligne des plus beaux villages, la ligne des Bastides, la ligne de la Côte Vermeille. On a beaucoup hésité sur la ligne entre Toulouse et Lourdes pour l'appeler la ligne des miracles, mais on avait peur un peu de la fausse promesse, donc on est revenu sur la ligne des Pyrénées. Mais voilà, en tout cas, on a donné des noms à des lignes, et puis on a présenté les lignes de train exactement comme une ligne de métro, en espérant que les gens ne fassent pas comme moi, ne se prennent pas de station, et en mettant les correspondances qu'on peut avoir, et surtout en mettant les activités qu'on pouvait faire quand on descendait sur telle ou telle gare. Et je donne cet exemple parce qu'il est intéressant. Un jour, on a communiqué, c'était au mois de juin, en disant il va faire très beau ce week-end, c'est le moment de vous initier au canot-kayak ou au paddle sur la vallée de la Dordogne. Et on leur dit, voilà, prenez le train de 8h58 à la gare de Toulouse-Matabiau, direction Brive, parce que le train, c'est pas direction Souillac, c'est direction Brive, parce que c'est le terminus. Vous nous faites voyager là. Hein. Descendez à la gare de Souillac, là vous avez un prestataire de canoë qui est juste en dessous, vous faites la descente, le prestataire vous ramène à la gare,
et vous prenez le train de 17h52 pour rentrer le soir, et vous êtes à 20h pour aller supporter le Stade Toulousain qui gagnera un nouveau bouclier. Donc voilà, le message chauvin. c'est l'Auvergnat qui vous dit ça, j'ai pas de problème maintenant. Hein. Mais n'empêche que quand on fait ça, on met 60 personnes de plus dans le train. Alors, et en plus, vous avez négocié des passes week-end, des passes à 1 euro, incroyable. Ça s'appelle du tourisme social. Là, il faut revenir quand même à la loi qui donne compétence aux collectivités régionales hein, pour organiser le transport public et en particulier les TER. Donc la région, et en l'occurrence la présidente de région, était très volontaire sur le sujet. Donc il y a plusieurs dispositifs, il y en a au moins 3. Le premier, c'est le train à 1 euro. Tous les premiers week-ends de chaque mois, le train est à 1 euro. C'est quand même 150 000 personnes qui montent dans le train. 3 catégories, c'est important de prendre un peu de temps là-dessus. Il y a les opportunistes, ceux qui ont repris le train et qui de toute façon vont le payer à 1 euro et de 15. Il y a ceux qui font le report modal en disant ça ne vaut pas le coup de prendre la voiture, on prend le train. Et puis il y a les nouvelles populations et les nouvelles clientèles qui disent ah ouais, pour 1 euro, bah, c'est quasi gratuit, ça vaut le coup d'aller à Collioure et faire un tour de paddle sur la Méditerranée et revenir le soir. Cette troisième catégorie, elle génère à l'année 25 millions d'euros de consommation de loisirs. Ça veut bien dire que quand on va chercher d'autres consommateurs, en particulier les gens qui ne partent pas en vacances et qu'on les amène vers les loisirs, on est capable de créer une autre forme de croissance. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a le pass qu'on a validé donc, avec la SNCF et la région, puisque c'est la région qui valide le tarif. 10 euros par jour par personne pour voyager de manière illimitée tous les jours de l'année sur le réseau TER. Ça s'appelle l'Occitanie Rail Tour. C'est accompagné de beaucoup de services, dont un site internet. C'est aussi accompagné, alors je le précise, d'un guide Michelin. C'est comme la première fois que Michelin fait un guide dédié au train. Vous savez que Michelin faisait des guides pour user des pneus. Hein. C'est la première fois que Michelin transforme un guide pour encourager les voyageurs à prendre le train, puis pour expliquer ligne par ligne, en reprenant les noms des lignes qu'on leur a proposées, tout ce qu'on peut faire, dans quel sens il faut s'asseoir pour voir les plus beaux paysages, est-ce qu'on se met à droite, est-ce qu'on se met à gauche, et puis surtout ce qu'on peut faire quand on descend à chacune des gares. C'est formidable. Jean-Virgile, tout à l'heure, je vous ai coupé. Je suis désolée, on n'est pas allé dans la boîte à outils, je crois, finalement, que cette nouvelle loi pourrait nous aussi. On y est allé Si, je pense qu'on a évoqué les quatre points. Ça, c'est sur les dispositions qu'on a prises en place sur Saint-Malo. Après, la boîte à outils, elle est en effet plus large avec d'autres dispositions possibles. Mais en tout cas, l'élément important, c'est 1, donner la main aux élus locaux. 2, de leur donner la data, parce que c'est extrêmement important pour prendre une décision. Il faut avoir les informations et les bonnes informations. Et 3, il faut légiférer pour qu'en effet, on puisse être efficace et rapidement efficace. Mais là, je veux rebondir sur les propos de mon collègue et dire qu'en fait, on voit bien aussi que l'impulsion politique est importante. Il a la chance d'avoir une présidente de région qui est sensible au tourisme. Elle a été d'ailleurs à un moment aux affaires. Et dire qu'en effet, sur les modalités, c'est extrêmement important en effet d'avoir cette mutation. Et pour reprendre l'exemple du territoire malouin, on a parlé du train, on a parlé de l'avion, on a parlé de la voiture. Eh bien, il y a un autre mode de transport qui est le bateau. Et là, on a une mutation qui est en train de s'accélérer. Nous avons travaillé main dans la main avec la région Bretagne sur un projet d'investissement très conséquent. Ça va être d'ailleurs le plus gros investissement de la mandature en Bretagne qui va se faire à Saint-Malo sur la rénovation et modernisation du terminal ferry, puisqu'on a un trafic important avec l'Angleterre et les îles anglo-normandes. Et le prochain bateau qui aujourd'hui investissement porté par la Brittany Ferries, avec d'ailleurs un soutien fidèle de l'État. Le bateau sera à énergie propre avec une propulsion hydrogène et il s'appellera Saint-Malo, comme ça au moins les choses sont claires. Il ne s'appelle pas Jean-Virgile. Ça arrive. Ça m'est arrivé 2 fois depuis ce matin. J'arrive. J'avais une autre question. C'est qu'en fait, et là ça va intéresser Pierre-François, je pense, maîtriser le tourisme. Alors ça, vous le dites, Jean-Virgile, maîtriser le tourisme, c'est le rendre acceptable. C'est un tourisme acceptable. Mais vous dites aussi que finalement, avec cette boîte à outils qu'on va s'imposer pour maîtriser la fréquentation, s'assurer que tous les compteurs sont au vert, que les habitants peuvent aussi bien profiter de leur territoire que les touristes. Vous dites qu'avec tout ça, on va pouvoir récupérer de la data. Et la data, en matière de tourisme, c'est très important, notamment pour le tourisme durable.
Alors c'est essentiel parce qu'on voit bien que quand on veut faire de la gestion de flux, il faut avant tout en amont avoir les bonnes informations, c'est-à-dire votre trafic, c'est à quel moment, c'est par quel type de population. Ça a été évoqué, en effet, on peut aller accentuer des campagnes de commercialisation, de communication et de marketing sur des publics par rapport aussi à certaines périodes, est très répandu dans l'activité du tourisme en général. D'ailleurs, les principaux acteurs touristiques que j'ai la chance de représenter pratiquent le yield management, la fluctuation des prix liée à l'offre et la demande. Et en fin de compte, on pourrait dire l'offre, la demande et la qualité de l'expérience. Et pour en effet gérer ça au mieux, et ce qui permet d'ailleurs un tourisme parfois de proximité, un tourisme aussi plus accessible, on a besoin d'avoir cette qualité de data et cette data dans des délais les plus courts possibles. Parce qu'on sait que de toute manière, cette gestion des flux, elle passe par le digital. Alors justement, merci de la transition, Jean Virgy. Je vais vous laisser animer la table ronde. Formidable. The Trip, vous avez les moyens de nous détourner de l'avion, mais pas du train. Comment est-ce que font vos logiciels Alors nous, c'est ce que j'expliquais au début, on est vraiment dans une démarche où il y a vraiment les 5 étapes du voyageur avant qu'il prenne son rendez-vous, la prise de rendez-vous, la réservation, le côté approbation pour tout ce qui est entreprise et ensuite l'après-voyage. Et c'est vraiment là-dessus qu'on essaie d'agir en fait à tous ces niveaux. Et en fait, ce qu'on fait sur la première phase qui est l'avant-voyage, en fait, on essaie via nos outils d'éduquer, de sensibiliser nos utilisateurs par ce qu'on appelle en anglais le nudge, c'est-à-dire l'influence du comportement du voyageur. Et en plus, les Français... À la RATP, ils ont fait ça à un moment donné. Ouais. Les poubelles, ils les ont transformées en paniers de basket. Et les gens jetaient leur papier dedans. Ah oui, ouais. Exactement. En plus, les Français n'aiment pas être trop contraints. Donc nous, justement, on essaie d'influencer le comportement de façon intelligente et de ne pas du tout contraindre le voyageur. Bon, il y a toujours des voyageurs qui voudront prendre l'avion et ça, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on va démontrer par plusieurs critères qu'en termes de durée totale porte à porte, donc vraiment de centre-ville à centre-ville, avec l'éloignement des aéroports, etc., on va montrer la vraie durée d'un voyage et la façon aussi de pouvoir faire autre chose qu'être juste à attendre que le voyage a lieu, donc à travailler effectivement plus facilement dans un train qu'effectivement dans un avion. Et donner aussi des calculs carbone qui soient les plus maîtrisés possibles, puisque l'expertise carbone, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de méthodologies de calcul. Et nous, justement, on a une approche scientifique où on montre qu'on a une méthodologie qui tient la route et qui est pragmatique. Et avec tous ces critères-là, donc qui s'affichent automatiquement à l'utilisateur, normalement, il y a un report modal qui se fait assez facilement, surtout en France, qu'on a la chance d'avoir un réseau ferré quand même qui est quand même très très bien loti. Même en Europe, maintenant on a une offre européenne qui est maintenant aussi intéressante. Donc du coup, on peut proposer maintenant du tout train très très intéressant donc, via notre outil. Alors, on a déjà dépassé notre temps, mais on va essayer on va prendre sur le temps des questions, mais préparer quand même des questions. Chaque entreprise, toutes les entreprises aujourd'hui sont obligées de communication de communiquer, enfin plutôt pas de communiquer, mais de délivrer leur consommation indirecte. Je vais y arriver. Le scope 3. Le scope 3, voilà, c'est le scope 3. Quel type d'entreprises aujourd'hui font appel à vous et est-ce que finalement elles ne se disent pas que ça peut être lors d'un appel d'offres un critère différenciant que de montrer qu'on fait attention à ce qu'on consomme? Oui, tout à fait. En fait, il y a une directive qui s'appelle la CSRD qui a eu lieu en Europe qui permet qui demande aux entreprises de plus de 250 salariés de publier un bilan carbone avec le scope 3, c'est-à-dire tous les déplacements professionnels dans ce bilan carbone. Et Dieu sait que ça représente une grosse partie, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Le transport, c'est énorme. Sur certains bilans carbone, c'est 96% qui est lié au transport, rien que par les professionnels. Et du coup, cette directive-là
contraint les entreprises de plus en plus à le faire. Et ça devient même dans le marché, justement, un critère différenciant. Et même dans les réponses à appel d'offres, maintenant, de plus en plus, un client va, quand il aura le choix entre deux entreprises, il va regarder dans l'appel d'offres et dans la réponse à l'appel d'offres. Et si effectivement une entreprise à coût équivalent, à service équivalent, il a en plus une démarche et il montre qu'effectivement l'entreprise fait des efforts, ça devient un vrai différenciateur. J'ai juste une dernière question et ensuite on prend vos questions et ça sera un petit temps additionnel pour nous. Si vous avez d'autres messages, ne vous inquiétez pas. Demain, un nouvel outil, le Stay or Go. Oui. Vous appelez ça rapidement, en quoi ça consiste? En fait, alors je ne vais pas dire que c'est une intelligence artificielle parce que tout le monde... On va finir par s'y faire. Tout le monde dit qu'il fait de l'IA. En fait, c'est un outil d'aide à la décision qui permet, sur quelques critères et sur l'historique de déplacement de l'utilisateur, de donner sur tous les critères si la personne préfère, si son voyage est essentiel ou pas. Donc si son déplacement est essentiel ou pas. Et donc en fait le système va tout simplement lui dire voilà, sur ce type de rendez-vous, etc., il vaut mieux que tu le fasses plutôt à la maison plutôt qu'à se déplacer surtout en avion. Et si tu dois te déplacer, justement donner tous les critères de prix, de carbone et de social aussi. Parce que le but, c'est pas juste donner les critères carbone et prix, c'est aussi le côté lien social. Et Dieu sait que les gens ont besoin de se rencontrer. Et que quelquefois, c'est important de se déplacer pour voir les gens. C'est ce que vous avez qualifié tout à l'heure d'essentialité du voyage, voilà, en fait. Hein, j'aime beaucoup cette expression. Je vais vous passer la parole, mesdames et messieurs. On va vous passer la parole si vous avez des questions. Sinon, si, je suis sûre que vous en avez. Mademoiselle, on va lui passer un micro. Merci. J'ai une question pour Monsieur Pinard. Vous parliez tout à l'heure du train comme étant central dans la stratégie de tourisme durable de la région Occitanie, sachant que le train n'est pas toujours en compétition avec l'avion, mais plutôt avec la voiture. Comment est-ce que vous gérez les arrivées internationales aériennes? Est-ce qu'il y a une stratégie par rapport au transport aérien? J'ai enregistré une émission ce matin sur ce sujet et je vous le dis, moi c'est toujours un peu délicat de parler de l'aérien en Occitanie. Mais je vais le dire assez librement, surtout que j'y travaille plus. Il y a 9 aéroports internationaux en Occitanie. C'est une hérésie, on va dire les choses. Il y a un aéroport à Béziers qui est à 45 km à l'ouest de Montpellier, puis il y en a un à Nîmes qui est à 45 km à l'est de Montpellier. La problématique de cette offre pléthorique d'aéroports, c'est qu'on a des compagnies aériennes low cost que je n'ai pas citées, mais en particulier la compagnie irlandaise qui est connue de tout le monde, qui a compris tout l'intérêt d'organiser la concurrence entre les aéroports. C'est-à-dire qu'eux viennent en disant, bon, vous n'avez pas beaucoup d'activités sur votre aéroport, surtout les aéroports. Il y a beaucoup d'aéroports en Occitanie qui ont des lignes sur Paris parce qu'on est loin. Donc Rodez, Perpignan, Lourdes ont besoin de lignes sur Paris. Donc il y a une activité commerciale et une activité aéroportuaire. Et la compagnie low cost, elle dit, mais moi je peux vous la densifier, mais à condition que vous payiez. L'été, moi j'avais calculé l'été 2023, on est monté à 110 lignes, enfin 110 routes aériennes à vocation low cost. Pour votre info quand même, les 3/4 de ces routes aériennes financées pour partie par les collectivités ont plus une vocation export qu'import. C'est-à-dire que c'est plus les gens d'Occitanie qui partent en Irlande ou en Écosse que des Écossais et des Irlandais qui viennent. Pour autant, il y en a quand même qui viennent. Nous, la solution qu'on leur propose, parce que leur choix de venir en avion plutôt qu'autrement, on n'y peut pas grand-chose, c'est de prendre l'Occitanie Rail Tour une fois qu'ils sont arrivés pour limiter la location de voitures et puis pour se déplacer plutôt en train. On a fait le test avec Air Canada qui a ouvert une ligne sur Montréal et qui a inclus, et c'était une première, qui a inclus le pass dans le prix du billet d'avion. C'est-à-dire que les gens, ils arrivaient et on communiquait sur le fait que quand on arrivait à Toulouse, on pouvait aller à Albi, on pouvait aller à Carcassonne en train, et que c'était très facile à faire. Ajouter quelque chose, Jean-Virgile? Oui, en fait, mais c'est dans la continuité, c'est le sujet du dernier kilomètre. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents modes de transport. On se rend compte qu'une des difficultés aussi, et en particulier par rapport à la voiture, où en fait le voyageur se dit qu'avec ma voiture, je vais garder une totale mobilité, totale maîtrise
de mes déplacements. Et là, il y a un enjeu en particulier pour les collectivités de travailler en effet sur à la fois ce dernier kilomètre, à la fois pour les visiteurs et habitants, à la fois aussi pour le fret. Et on a des sujets aussi liés au fret et liés à notre activité du tourisme qui génère de par bien entendu son activité économique du fret. Alors ce dernier kilomètre, c'est en effet d'avoir un dernier kilomètre qui soit un dernier kilomètre vert, mais en plus c'est l'intermodalité et c'est souvent là où on a la difficulté. C'est qu'en fait, on est lié à des acteurs qui sont différents. Bien souvent, vous avez des délégations de services publics sur des réseaux de transport urbain ou autres, et vous avez là à avoir d'autres acteurs. Donc, la difficulté, mais l'enjeu, c'est de se faire parler tout le monde autour de la même table, et surtout d'être très pragmatique, très opérationnel, et de se mettre à la place du voyageur, et de se dire, j'arrive sur le territoire, comment je vais me déplacer, et comment je vais me déplacer en fonction de la raison de ma visite sur le territoire, qui en effet peut être à la fois de l'affaire ou du loisir. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu, parce qu'on voit que les mobilités évoluent. Par contre, l'interconnexion entre mobilités est beaucoup plus difficile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Étienne Gredard, je suis le PDG fondateur du groupe Station Bis dédié à l'expérience à vélo électrique. On parle beaucoup de déplacement, Monsieur Pinard, on est assez présent dans votre secteur. J'ai une question, puisque nous, on a les mêmes problématiques de feu l'été, enfin de sécheresse, etc. Y a-t-il une réflexion sur une désaisonnalisation du tourisme dans votre région, dans toutes les régions, comme nous, on est à Aix-en-Provence, on souffre aussi des mêmes problématiques? Je vais vous répondre en tant que consultant, parce que c'est le métier que je fais maintenant et que j'ai fait avant. C'est vouloir élargir la fréquentation dans le temps et dans l'espace, parce que c'est aussi dans l'espace. C'est-à-dire que quand on concentre beaucoup de touristes sur la Grande Motte, tout le monde rêve que les touristes de la Grande Motte aillent un peu au-delà de la Grande Motte. Les touristes, ils vont là d'abord où c'est aménagé. S'il n'y a pas d'offre, ils n'y vont pas. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme de masse, qui était quand même un mauvais terme, c'est heureusement que les gens vont là où c'est aménagé, parce que sinon, ça poserait problème. D'ailleurs, je vous rappelle que le terme qui est utilisé quand on dort dans des endroits qui sont interdits s'appelle le camping sauvage. La réflexion au sauvage, elle est quand même assez violente, hein, quand même. Hein. Mais sur la saisonnalité, moi, j'aime à rappeler quand même deux choses. 40% des entreprises ferment au mois d'août. Quand une entreprise qui ferme 3 semaines au mois d'août et qu'on a 5 semaines de congés payés, on est obligé de passer une partie de ses vacances au mois d'août. Donc il y a des contraintes qui sont celles-ci. Je ne rajoute pas les contraintes des vacances scolaires, mais j'en rajoute une autre là en tant que géographe, c'est qu'on est sur le 45e parallèle et on a la chance d'avoir des saisons. Et tant qu'il fera 4 heures de soleil de plus au mois de juin par rapport au mois de novembre, il y a de fortes chances, avec le temps qui va derrière et la température de la mer. Donc, c'est sur le papier, ouais, on a l'impression qu'on pourrait le faire. Mais dans la réalité, d'abord, il faut que les gens soient libres. Selon le type d'activité qu'on fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au mois de novembre, parce que si on vient faire du windsurf et qu'il faut mettre la combine parce qu'il fait trop froid, ça ne marchait pas. Et puis ensuite, il y a une contrainte majeure qui est celle de l'économie du tourisme, et en particulier de la capacité des entreprises à ouvrir au-delà du 15 octobre. Parce que sinon, voilà, on vient dans des déserts touristiques. Et je fais petite cette remarque parce que personne ne le voit arriver, mais la réforme de la loi chômage qui voudrait qu'on puisse donner des contrats à des saisonniers de 8 mois, je ne sais pas comment on va faire, hein, parce que ça n'existe pas. Et même avec le réchauffement climatique, je ne pense pas qu'on ait 2 mois de soleil en plus pour prolonger les contrats de travail. Donc, sur le papier, c'est possible, mais moi, en tant que professionnel, pourtant ça fait un bout de temps qu'on y réfléchit, on n'a pas trouvé de solution sur la désaisonnalisation, sauf celle de proposer des tarifs et de proposer une offre à des gens qui n'ont pas la contrainte de choisir leurs vacances, en particulier à des retraités, parce qu'eux, ils peuvent faire comme ils veulent. Les retraités ou les locaux. Les locaux, bien sûr, oui. Je voudrais passer la parole à Jean-Virgile qui veut conclure. On va peut-être conclure, parce que l'atelier suivant, j'ai déjà les intervenants qui sont là. Oui, sur le sujet, je pense à l'exemple de la montagne, hein, où on voit aujourd'hui s'accélérer un nouveau tourisme, et on n'a jamais fait d'aussi belle saison d'été en montagne.
Donc c'est vrai qu'il y a aussi la nécessité d'innovation et de créativité des touristes, la nécessité d'adaptation du tissu économique du tourisme, et à très juste titre, ce sujet de saisonnalité est une question, c'est très clair. Juste réagir en effet sur le sujet des vacances scolaires. Au niveau de la Confédération des acteurs du tourisme, il y a quelques mois, nous avons réagi de façon très vive auprès du gouvernement, puisque le président lui-même, Emmanuel Macron, s'était saisi du sujet lors d'un déplacement marseillais, si vous en rappelez, en annonçant le fait qu'on allait pouvoir peut-être faire une rentrée scolaire mi-août, en tout cas pour une partie de la population des élèves. Et on a mis en garde très rapidement, et je me répète fortement, sur le risque et les incidences que ça pouvait avoir. En effet, qui limitait la période d'activité touristique. Et au contraire, on est bien d'accord sur ce point, il faut faire en sorte, au contraire, d'étendre les périodes en effet d'activité touristique, puisque c'est aussi un élément pour mieux gérer les flux. Et c'est aussi un élément pour avoir un tourisme pour tous. Parce que plus vous allez concentrer l'activité touristique sur une période courte, plus vous allez avoir un flux important. Et en plus, ce flux important concentré sur une courte durée va faire mécaniquement monter les prix. Et ça va tout à l'inverse de ce pourquoi nous militons, parce que nous militons pour un tourisme pour tous et sur tout le territoire. Je donne juste un chiffre par rapport à ça. Un chiffre. Sur l'INSEE, qui a mesuré la fréquentation touristique dans les hébergements marchands entre le 15 décembre et le 15 mars, plus 1% entre 2023 et 2024 sur la montagne, plus 2% sur le littoral. C'est-à-dire que le littoral a une progression 2 fois supérieure à la montagne. Alors sur des volumes qui sont certes différents, mais ça veut dire qu'il y a déjà un étalement de vacances. Et on voit sur des stations comme la Grande Motte, qui ont quand même une activité annuelle, de plus en plus de gens passer le Nouvel An ou les vacances de Noël à la plage. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Je vous souhaite une excellente poursuite dans le Printemps des territoires et à très bientôt.